Bonjour, nous commençons cette troisième séance d'Internet et de routage dans l'Internet avec le protocole OSPF cette fois-ci, puisque lors de la dernière séance nous avons vu le protocole RIP qui était le protocole à l'origine de la création d'Internet et après plusieurs années, un nouveau protocole, une nouvelle génération de protocoles est apparue afin d'améliorer les performances et de prendre en compte les différents défauts qui ont été observés avec le protocole RIP. C'est donc essentiel de bien connaître RIP et surtout ses défauts pour comprendre pourquoi il y a cette nouvelle génération de protocoles de routage pour tenir compte de l'extension, de l'agrandissement d'Internet. Il a été nécessaire d'améliorer les protocoles de routage en proposant une nouvelle génération que nous appelons à état de lien. Donc la différence avec les protocoles de la génération RIP qui s'appellent des vecteurs de distance. Vecteur de distance signifie que en fait on envoie un tableau de coût, de distance. Ici avec l'état de lien, en fait on est dans une nouvelle génération où on va pouvoir indiquer l'état du lien, c'est-à-dire si le lien est actif ou inactif, c'est-à-dire ne fonctionnant pas, et prendre en compte cela dans une cartographie globale, puisque un des défauts du protocole RIP, c'est de pouvoir annoncer des destinations, mais seulement une fraction d'un chemin, alors que là, l'objectif des protocoles à état de lien, c'est donc de pouvoir donner la cartographie exacte du réseau de l'entreprise afin de déterminer les meilleures routes pour aller d'une source vers une destination. Et cette fois-ci, on va y inclure un réel coût, puisque avec les protocoles à vecteur de distance comme RIP, le coût était en fait le nombre de routeurs intermédiaires pour aller jusqu'à la destination, c'est-à-dire le nombre de sauts, et en anglais HOP, H-O-P. Donc, à présent, on va pouvoir mettre un coût sur les liaisons, comme l'équivalent d'une distance entre deux villes, puisque au départ, il faut bien avoir en tête que ces algorithmes de routage, en fait, sont créés pour trouver l'itinéraire le plus court entre deux villes. Chaque nœud représentant une ville et chaque lien entre deux nœuds représente une route associée à sa distance. Et lorsque on a un graphe ou un réseau suffisamment conséquent, avec un certain maillage, donc, on va pouvoir identifier plusieurs routes pour aller d'une source vers une destination, et ainsi il sera facile d'élaborer le coût global en additionnant les différentes distances entre chaque ville pour identifier le chemin le plus court. Un petit peu comme un logiciel de navigation sur un téléphone ou sur un véhicule aujourd'hui. Voilà. Alors, sauf que nous, on ne va pas, dans un réseau informatique, on ne va pas mesurer des distances géographiques entre deux routeurs, on va mesurer plutôt des débits ou des coûts pénalisant l'utilisation d'un lien parce qu'il est lent, ou alors au contraire en le favorisant parce qu'il est très rapide. Voilà, c'est ça qui va déterminer en fait le coût. Alors, cette catégorie de protocole à état de lien s'appuie normalement sur un algorithme créé dans les années 60 qui s'appelle SPF, Shortest Path First, le chemin le plus court en premier. Voilà, ce sera celui-ci qui sera sélectionné pour être utilisé entre une source et une destination. Alors, ce qu'il faut bien comprendre cette fois-ci, c'est que les routeurs, pour calculer les distances les plus courtes, vont utiliser une base de données ou une cartographie qui va leur indiquer précisément quel lien il existe entre chaque nœud. Donc, dans ce tableau, dans cette base de données, on va retrouver chaque liaison, donc de A vers B, de A vers D, de B
vers A, etc. Ça fonctionne dans les deux sens. On va nommer chaque liaison avec un numéro par exemple, et puis ensuite on va lui associer une distance ou un coût. Cette distance ou ce coût, pour l'instant, on va mettre dans ce tableau un partout pour essayer d'expliquer le fonctionnement, mais bien entendu l'objectif c'est qu'à terme on puisse y mettre des distances différentes, un pour un lien rapide, 10 pour un lien un peu plus lent, et 100 par exemple pour un lien très lent. Ça va permettre ainsi de hiérarchiser les liaisons et de ne plus compter le nombre de sauts pour aller d'une source vers une destination comme avec le protocole RIP, mais plutôt de faire des additions de distance pour pouvoir identifier les meilleurs chemins. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que au moment où on crée le protocole RIP, il n'y a pas d'écart très important en termes de débit sur les liaisons. Il n'existe que des liaisons très lentes. Aujourd'hui, 30 ou 40 ans après la création du réseau Internet, il y a des liaisons extrêmement rapides autour de 100 gigabits par seconde, et puis il y a des liaisons un peu moins rapides de l'ordre de 10 mégabits par seconde, voire moins, si on a de la DSL par exemple. Voilà. Et il faut bien entendu tenir compte de ces débits pour essayer de favoriser les liaisons les plus rapides au détriment des liaisons les moins rapides. Voilà. Donc, nouveauté avec cette gamme de protocoles, c'est que cette fois-ci, chaque routeur a une connaissance précise de la topologie du réseau de l'entreprise. C'est-à-dire que cette base de données va être partagée par l'ensemble des routeurs du réseau. Donc cette information-là, elle n'est pas centralisée, elle est partagée par tous les routeurs. Évidemment, chaque routeur ne va pas identifier cette base de données seul. C'est grâce au protocole de routage que chaque voisin va être identifié et ensuite un message va être élaboré à destination des routeurs du réseau pour que cette information puisse être partagée par l'ensemble des routeurs. La petite difficulté que ça va générer, bien entendu, c'est que il faut que cette table, cette information, elle soit synchronisée, pardon. C'est-à-dire qu'il faut que tous les routeurs disposent de la même information au moment où ils vont calculer leur meilleur chemin. Une fois qu'ils auront calculé les meilleurs chemins dans ce réseau, tout le monde aura identifié les mêmes meilleurs chemins d'une source vers une destination, puisqu'ils partagent exactement la même information, c'est ça qui est très important, et donc du coup vont remplir les tables de routage en conséquence pour pouvoir à chaque fois trouver le suivant du chemin le plus court pour lui transmettre un message qui sera ensuite renvoyé, relayé par le suivant, au suivant, et ainsi de suite. Hein, la règle d'acheminement de proche en proche des tables de routage reste la règle. On n'annonce que le routeur suivant dans une table de routage. Par contre, le protocole de routage OSPF, lui, dispose de l'information complète des connexions entre les différents routeurs parce que l'ensemble des routeurs a transmis cette information. Alors, comment cette information se partage? Cette information, elle se partage grâce au protocole d'inondation. C'est ce protocole qui va, lorsque un routeur identifie un ou plusieurs voisins directs, va construire un message pour le diffuser en vue de le diffuser à tous les autres routeurs du réseau local. C'est-à-dire que si le nœud A identifie comme voisin direct B, il va élaborer un message qu'il va diffuser à tous les routeurs. Donc dans notre réseau, évidemment, le message n'est envoyé que à D, et donc la liaison de A vers B est annoncée. La liaison s'appelle la liaison numéro 1 et la distance elle est égale à 1 par exemple. Si à un moment donné la liaison entre A et B est coupée, cette fois-ci un nouveau message pour indiquer un changement d'état
C'est pour ça que c'est un protocole à état de lien, lorsque le lien va être coupé, parce que régulièrement, A va tester la validité de la connexion avec son voisin direct B, et si à un moment donné il n'obtient plus de réponse de B, c'est que la liaison est coupée, et donc à ce moment-là, il va envoyer un message de mise à jour en indiquant que cette fois-ci la liaison de A vers B est coupée, et puis pour annoncer que la liaison est coupée, il va indiquer une distance infinie, pour dire qu'il n'est plus possible d'aller de A vers B. D'accord ? Ce message il va être diffusé à tous les routeurs, en commençant par B, qui va le relayer ensuite aux autres routeurs du réseau, jusqu'à ce que, à nouveau, tous les routeurs possèdent la même connaissance de la cartographie du réseau. On parle de cartographie du réseau, c'est cette fameuse table dans laquelle on va retrouver, cette base de données dans laquelle on va retrouver l'ensemble des connexions entre les routeurs de A vers B, de A vers D, de B vers A, etc., etc. Donc il y a une mise à jour qui va se faire sur la première ligne, puisque on vient de recevoir un message de A annonçant la coupure entre A et B, et donc on va y indiquer une distance infinie. Et on va mettre une date plus récente, ici symbolisée par une estampille. La valeur 1 indique une date ancienne, et 2 indique une date plus récente. De la même manière, lorsque B va identifier que la connexion avec A est coupée, supposant que la coupure est bidirectionnelle, à ce moment-là, B va aussi diffuser un message grâce au protocole d'inondation à l'ensemble des routeurs du réseau local pour annoncer qu'il y a également une coupure entre B et A, et en indiquant une distance infinie. Évidemment, l'objectif de cette distance infinie, c'est de pouvoir identifier un nouveau chemin plus court qui finalement ne passe plus par A et par B, entre une source et une destination, puisque une valeur infinie va toujours être supérieure à toutes les autres valeurs de distance identifiées, avec des valeurs beaucoup plus petites pour des liaisons fonctionnelles. Alors bien entendu, on va peut-être passer sur des liaisons avec des performances inférieures à la liaison qui est coupée, mais comme la liaison qui est coupée n'est plus utilisable, elle a beau être très rapide, elle ne sert plus à rien. Voilà, donc ce protocole d'inondation, il va relayer le message de proche en proche à l'intérieur du réseau, donc tous les routeurs vont recevoir ce message. À chaque fois, les routeurs vont contrôler que ce message n'a pas été déjà reçu et annoncé par un autre, puisque évidemment dans un protocole d'inondation où il y a des boucles à l'intérieur du réseau, un message qui est diffusé, qui est retransmis de cette manière-là, risque d'arriver par plusieurs voisins pour annoncer la même chose. Donc lorsque le message n'a pas encore été reçu, il est pris en compte pour modifier, avec pour objectif de modifier la table de routage. Sinon, si le message a déjà été reçu, eh bien il ne faut pas en tenir compte. Ça ne sert à rien de le relayer parce que ça veut dire qu'on l'a déjà relayé précédemment. Et puis si on reçoit un message qui est plus ancien que le dernier pour lequel on a réalisé une action, c'est que on a reçu un message qui n'a plus d'importance parce qu'on a reçu un message plus récent qu'à une information qui contenait une information plus pertinente que le message que l'on vient de recevoir. On le reçoit avec du retard parce que pour diverses raisons, il a peut-être été acheminé plus lentement parce qu'il y a des parties de réseau qui ne fonctionnaient pas bien par exemple, et du coup il est important de pouvoir reconstruire les messages dans le bon ordre. Lorsqu'on reçoit un message ancien, ça ne sert à rien qu'il soit pris en compte et qu'il remplace un message plus récent qu'on aurait reçu juste avant. Voilà. Alors, lorsqu'il y a des coupures dans ce type de réseau-là, avec ce type de protocole-là, il y a quand même un élément qui complique de manière assez importante la construction, c'est que lorsque le réseau n'est plus connexe,
c'est-à-dire que le réseau est coupé en deux. C'est ça que ça veut dire un réseau non connexe, c'est-à-dire que d'une source vers une destination, il se peut qu'il n'y ait plus de chemin du tout, parce que le maillage du réseau n'était pas suffisant, et puis qu'il y a eu 1, 2, 3, autant de coupures que nécessaire pour séparer le réseau en deux parties. Voilà, ce cas de figure-là complexifie beaucoup l'algorithme au moment de la reconnexion. Pourquoi ? Parce que en fait, les contenus des tables de la construction du réseau, cette fameuse cartographie, cette base de données de liaison entre routeurs, va être forcément différente entre les routeurs qui sont isolés du reste du réseau. Donc là, dans l'exemple, c'est le routeur A et D qui se retrouvent isolés du reste du réseau. Donc A et D vont partager une cartographie, une représentation du réseau qui leur est propre, puisqu'il n'y aura que la liaison entre A et D qui sera identifiée, alors que les autres, ils vont identifier des liaisons entre B, C et D, et donc du coup, il va y avoir deux cartographies différentes du réseau, celle connue de A et D et celle connue de B, C et D. Et que va-t-il se passer lorsque la liaison sera rétablie ? Là, ils vont se rendre compte qu'ils disposent chacun d'une cartographie différente et que là, il y a à nouveau un réseau connexe qui vient de se reconstruire et que d'un seul coup, ce n'est plus simplement l'annonce de cette nouvelle liaison qui s'est rétablie qu'il faut diffuser à l'ensemble du réseau, mais finalement, il va falloir resynchroniser entièrement la topologie du réseau, la cartographie du réseau n'est plus du tout la même. Pourquoi ? Parce que dans la partie B, C et D, il y a A et D qui viennent d'apparaître, et puis dans la partie AD, il y a B, C et D qui viennent d'apparaître, qui n'existaient plus dans la cartographie du réseau. Voilà, donc ça c'est la partie la plus complexe de l'algorithme, et qui en font un protocole quand même, au bout du compte, beaucoup plus complexe que les protocoles à vecteur de distance. Gros avantage des algorithmes à vecteur de distance, c'est leur simplicité de fonctionnement. On se limite à simplement diffuser la table de routage de manière périodique, il n'y a qu'un seul type de message. Là on voit que les protocoles à état de lien, ils sont beaucoup plus performants parce qu'ils n'émettent des messages que lorsqu'il y a changement d'état dans la topologie, qu'il y a un lien qui disparaît ou un lien qui apparaît ou réapparaît. Et donc c'est bien plus performant, mais on se rend compte que ça crée des cas particuliers pour lesquels il va falloir faire un traitement spécifique. Donc d'un point de vue algorithmique et protocole, c'est plus complexe, même si effectivement on va gagner beaucoup en échange de messages, puisqu'on ne va plus diffuser la table de routage comme avec les vecteurs de distance de manière périodique, même quand il n'y a aucun changement d'état, pour annoncer que rien n'a changé finalement. Voilà, donc il y a une perte d'efficacité dans les algorithmes à vecteurs de distance qu'on ne va pas retrouver dans les protocoles à état de lien comme OSPF, mais en contrepartie, il faudra un algorithme plus compliqué, plus complexe à faire fonctionner. Mais nous, en tant qu'administrateurs d'un réseau local composé de routeurs, la complexité du protocole nous importe peu finalement, puisque en fait c'est la responsabilité du fabricant, du constructeur du routeur, d'y intégrer un algorithme qui fonctionne, avec un algorithme qui respecte le protocole, pour que nous, derrière, on n'ait plus qu'à configurer, à paramétrer les différentes lignes de commande qui composent la configuration du routeur pour pouvoir tenir compte des éléments de paramétrage de notre réseau. Alors, l'algorithme Shortest Path First, il a été élaboré par un enseignant-chercheur du nom de Dijkstra, je crois que c'est un Hollandais d'origine indonésienne, si je ne dis pas de bêtises,
qui était à la fin de sa carrière professeur à l'université du Texas aux États-Unis. Cet algorithme date de 1959, donc il est à peu près de la même époque que les algorithmes à vecteur de distance, dit algorithme de Bellman-Ford, mais en fait il est plus complet, plus performant, tient mieux compte des capacités des liens. Voilà, c'est ça qui en fait aussi un des atouts majeurs, c'est de pouvoir prendre en compte une certaine hétérogénéité de liens tel qu'on le connaît aujourd'hui et puis qui n'existait pas forcément beaucoup à l'époque. Ensuite, on fait un calcul de complexité. Qu'est-ce que c'est qu'un calcul de complexité pour pouvoir comparer deux algorithmes? En fait, si vous voulez, un algorithme qui, pour s'exécuter, a besoin de 1000 instructions, va s'exécuter rapidement, ou plus rapidement qu'un autre algorithme qui va s'exécuter en 10 000 instructions. Grosso modo, l'écart va peut-être être de s'exécuter 10 fois plus rapidement. Si un algorithme de 1000 instructions atteint le même objectif que celui qui s'exécute en 10 000 instructions, eh bien, on va essayer de privilégier celui qui s'exécute le plus rapidement parce que la personne a trouvé un algorithme plus performant, plus rapide. D'accord ? Si l'algorithme s'exécute en 1 seconde plutôt qu'en 10 secondes, c'est quand même intéressant de pouvoir l'exécuter en 1 seconde, parce que ça veut dire que les tables de routage vont être remplies et prêtes plus rapidement, et que du coup l'indisponibilité, à chaque fois qu'on va reconstruire une table de routage sur un routeur, l'indisponibilité va être réduite. Donc c'est quand même aussi très important de pouvoir avoir un algorithme rapide quand c'est possible. Alors, cette comparaison, elle a été faite en faisant un calcul de complexité. Alors, pour vous expliquer en gros ce que c'est qu'un algorithme d'ordre n, c'est un algorithme qui va s'exécuter n fois pour se terminer. Un algorithme qui s'exécute n fois, ça veut dire un algorithme qui va s'exécuter avec une boucle qui va faire, et cette boucle elle va s'exécuter n fois. Donc par exemple il y aura quelque chose du style for i égale 0, la valeur initiale, i inférieur à n, et puis à chaque itération, à chaque boucle, i va être augmenté de 1. Donc on sait que i va prendre les valeurs successives, 0 jusqu'à n-1, et donc du coup cette boucle elle va s'exécuter n fois. Donc la complexité de cet algorithme, il sera d'ordre n. Voilà, pour vous expliquer comment est-ce qu'on a comparé les algorithmes à état de lien, on les a comparés aux algorithmes à vecteur de distance. Et donc on a constaté quoi? On a constaté que la complexité d'un algorithme à état de lien est en fonction du nombre de liaisons, voilà, qui est appelé ici m, c'est m multiplié par le logarithme de m. Donc en gros, pour faire simple, on va dire que c'est en fonction de la taille de m. Donc s'il y a 1000 liaisons dans un réseau, l'algorithme OSPF va s'exécuter en 1000 instructions, voilà, s'il y a 1000 liaisons. Voilà. Donc ce type d'algorithme converge, trouve la solution, se termine plus rapidement que l'algorithme de Bellman-Ford, qui lui va converger dans un ordre de grandeur qui est du nombre de liaisons multiplié par le nombre de nœuds. S'il y a 1000 liens et 1000 nœuds dans le réseau, ou même disons 1000 liens et 100 nœuds, peu importe, voilà, enfin, bon, disons 1000 par 1000, voilà, et bien il va y avoir 1 million ça va s'exécuter 1 million de fois. 1000 liens, 1000 nœuds, je multiplie, ça fait 1 million. Donc effectivement, l'algorithme RIP a aussi ce défaut, c'est qu'il converge plus lentement que l'algorithme OSPF. Et donc ça, c'est aussi une caractéristique importante, c'est de pouvoir trouver des chemins plus courts, le plus rapidement possible dans un réseau. Et donc, du coup, ça a pour avantage que les tables de routage sont modifiées plus rapidement que dans le premier cas. Voilà.
les algorithmes à état de lien pour faire le bilan, convergence plus rapide, sans boucle, il n'y a pas d'effet rebond dans un protocole à état de lien. Pourquoi ? Parce que, à la condition que tout le monde ait la même cartographie sur les routeurs, lorsqu'ils vont calculer les chemins les plus courts, ils vont pouvoir identifier de potentielles boucles qui pourraient y avoir à l'intérieur de la cartographie du réseau, et donc il n'y aura jamais d'effet rebond. À la condition que les tables soient bien synchronisées. C'est ça le petit défaut de OSPF, c'est qu'il faut que la connaissance partagée soit synchronisée. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire que lorsque j'ai 10 routeurs, cette synchronisation, elle va pouvoir se faire relativement rapidement, mais il va y avoir quand même quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est que avec l'augmentation de la taille du réseau de l'entreprise, s'il y a 1000, 10 000, 50 000 peut-être routeurs dans un réseau d'entreprise, il va falloir imaginer que cette synchronisation de la cartographie commune soit ralentie. Heureusement, il y a la notion de hiérarchie dans OSPF d'area, région, qui permet, on le verra quand on fera un exercice, de pouvoir justement casser cette synchronisation en faisant des synchronisations que entre certains routeurs et pas d'autres, pas au-delà d'une certaine distance, au-delà d'une certaine région, pour qu'on puisse préserver une vitesse de synchronisation suffisamment efficace. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir des réseaux de grande taille. Normalement, il n'y a tant qu'on n'a pas 500 ou 1000 routeurs, ça ne sert à rien de faire un découpage en région de l'ensemble de ces routeurs. Alors, qui a des réseaux locaux aussi importants que 500 ou 1000 routeurs? Il y a les opérateurs. Orange, SFR, Free ont des réseaux locaux qui sont, ou des réseaux d'infrastructures qui sont extrêmement conséquents, et donc ce qui est très important pour eux là, c'est de pouvoir effectivement créer cette topologie avec des routeurs qui soient toujours actifs, proactifs, pour lesquels toujours les chemins les plus courts sont enregistrés dans les tables, et puis qu'on puisse router de manière efficace et pas lentement, évidemment. Voilà, alors avec OSPF, on a cette fameuse distance qui apparaît, cette notion qui est donc finalement un nombre auquel on va pouvoir donner un sens. Alors normalement, quand on calcule un itinéraire routier géographique, ça va être une distance en kilomètres qui va être utilisée. Et bien là, ça va être un coût. Alors un coût, c'est quoi? Un coût, c'est l'inverse d'une bande passante, pour faire simple. C'est-à-dire que plus la bande passante est élevée, moins le coût d'utilisation de cette liaison est pénalisant. Donc on va lui mettre une petite valeur. Donc, fort débit, faible coût. Faible débit, à ce moment-là on mettra une pénalité, un coût important. On va essayer d'éviter d'utiliser cette liaison lente. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà, du coup, on peut utiliser plusieurs métriques grâce à OSPF. On peut décider de router pas exclusivement en fonction de la bande passante. On peut décider de router en fonction de la bande passante, effectivement, c'est souvent ça le plus intéressant, mais aussi on peut essayer de router en fonction de la latence la plus faible, ce qui ne donnera pas forcément les mêmes chemins. On peut aussi décider de router en fonction de la fiabilité des liaisons. S'il y a des liaisons qui se coupent très régulièrement, peut-être que on peut définir aussi une unité de mesure qui indique une fiabilité entre 0 et 1 par exemple, un nombre entre 0 et 1 ou un nombre entre 0 et 10 000, et puis dire que 1 c'est une liaison très fiable, et puis 10 000 c'est une liaison peu fiable, et puis du coup on va router en fonction de la fiabilité de ces liaisons là. Donc toutes les liaisons qui fonctionnent depuis
plus de 6 mois sans aucune interruption, ben on va leur mettre une fiabilité très élevée. Et puis c'est les liaisons qui se coupent au moins une fois par semaine, par exemple, ben on en mettra un coût faible pour s'éviter d'utiliser des routes qui pourraient avoir besoin de se reconstruire à un moment donné. Et, voilà, et c'est ça l'enjeu de la fiabilité. L'autre élément que l'on peut aussi prendre en compte, c'est un coût financier. Aujourd'hui, l'accès à Internet est à peu près identique, égalitaire pour tout le monde, mais on pourrait imaginer que utiliser certaines liaisons d'infrastructures quelque part dans le monde ait une conséquence financière. Et du coup, on pourrait router en fonction du coût financier le plus faible. Voilà, pour essayer d'être économique. Voilà. Cette fonctionnalité aujourd'hui ne sert à rien, mais voilà. Mais c'est une possibilité que l'on peut activer dans un protocole de routage de type OSPF. Mais pour ça, il va falloir utiliser une table de routage par métrique. Si vous voulez un métrique pour router le plus efficacement possible en fonction de la bande passante et de la latence, par exemple, ben vous avez besoin de 2 tables de routage par routeur. Et que à chaque fois que vous acheminez que vous envoyez un paquet, il faut indiquer si vous voulez router en fonction de la bande passante la plus importante ou en fonction de la latence la plus faible. Et à chaque fois qu'un paquet va arriver sur un routeur, il va falloir décider de prendre la table de routage pour la bande passante ou la table de routage pour la latence. Alors, cette fonctionnalité-là, au bout du compte, lorsqu'elle a été créée, on a pensé que ça allait être souvent utilisé. 40 ans après, on se rend compte que finalement, la seule chose qui prime, c'est plutôt le débit et que faire gérer plusieurs tables de routage parce qu'il y a plusieurs métriques sur un routeur, c'est quelque chose qui complique quand même beaucoup l'algorithme OSPF, et finalement la plupart des constructeurs n'ont pas intégré cette fonctionnalité-là. Donc elle existe dans la définition du protocole, mais en règle générale, les fabricants de routeurs n'ont pas intégré cette fonctionnalité-là et ils ne font que de router par la métrique par défaut. Un autre élément qu'il est possible d'intégrer dans les algorithmes à état de lien, c'est que on peut identifier non plus que le chemin le plus court, ce que fait RIP, mais on peut aussi identifier plusieurs chemins plus rapide. Si jamais on identifie d'une source à une destination 2 chemins identiques, avec exactement le même coût, en passant par des chemins différents, au travers de routeurs différents, eh bien, on va pouvoir activer cette fonctionnalité-là avec un paramétrage particulier pour faire utiliser les 2 routes en parallèle. Je m'explique, si il y a un carrefour avec 2 chemins possibles identiques, donc un carrefour ça va être un routeur qui va recevoir un trafic d'une source pour l'envoyer à une destination, eh bien les 2 chemins vont pouvoir être utilisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur il va envoyer un paquet sur 2 par le premier chemin, un paquet sur 2 par le deuxième chemin, et puis ces paquets vont transiter pour aller jusqu'à la destination. L'avantage, c'est que si on bénéficie de ces 2 chemins-là, on va pouvoir peut-être, en gros, doubler la bande passante. Si j'ai un chemin à 1 gigabit par seconde, et puis que j'en ai un autre qui est également à 1 gigabit par seconde, bah finalement, si j'ai la moitié de mon trafic qui passe par un chemin, l'autre partie qui passe par l'autre, au global, j'aurai 1 plus 1. C'est-à-dire 2 gigabits par seconde potentiel entre la source et la destination. Ça permet d'avoir une meilleure performance. Sauf que ça nécessite que le routeur qui va séparer le trafic alternativement par un chemin ou par un autre, lui va être sollicité beaucoup plus que les autres parce qu'il est obligé de conserver un historique. Normalement, les routeurs ne routent pas en fonction de ce qui s'est passé avant. Ils routent en fonction de la table de routage, simplement. Là, il y a une fonctionnalité supplémentaire qu'il faut
ajouter, introduire, c'est-à-dire qu'il faut savoir par quel chemin on a envoyé le dernier paquet d'une destination pour que le coup d'après, ça utilise l'autre chemin. Donc, ça nécessite un effet mémoire supplémentaire dans le routeur, donc ça va alourdir la charge de routage du routeur lorsqu'on active cette fonctionnalité-là. Mais, d'un autre côté, si c'est au bénéfice d'avoir un meilleur débit, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Attention, il y a quand même une particularité lorsqu'on envoie du trafic identique par deux chemins différents, il va y avoir une conséquence à l'arrivée. La conséquence à l'arrivée, c'est que les paquets, cette fois-ci, ne seront pas plus reçus dans l'ordre d'envoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la source envoie le paquet numéro 1, le paquet numéro 2, le paquet numéro 3, normalement, la destination reçoit le paquet numéro 1 en premier, le paquet numéro 2 ensuite, et puis le paquet numéro 3, et ainsi de suite. D'accord? Donc l'ordre de réception des paquets est le même que l'ordre d'envoi à la source. Là, si on utilise deux chemins différents, il se peut qu'il y ait des routeurs qui soient plus ou moins occupés à faire d'autres tâches, en gros à relayer d'autres types de trafic en même temps, et du coup ça peut générer un décalage dans le temps. Et du coup, au lieu de recevoir les paquets dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être qu'on va recevoir les paquets dans l'ordre 1, 3, 5, 2, 7, 4, voilà, ça va être un petit peu mélangé. Mais au bout du compte, on va recevoir tous nos paquets. Grâce au protocole TCP, qui numérote tous les paquets qui sont envoyés, eh bien, on va pouvoir remettre les paquets, les redistribuer au niveau de la couche application, parce qu'en fait c'est au niveau de la couche réseau que les paquets vont être dans le désordre. Donc le travail de TCP, ça va être de remettre les paquets dans le bon ordre et de les redélivrer tels qu'ils ont été construits, proposés au niveau de la source. Si l'émetteur, c'est une application l'émetteur, si l'émetteur il a décidé d'envoyer le paquet numéro 1 en premier, le paquet numéro 2 en deuxième, le paquet numéro 3 en troisième, c'est pour que l'application destinataire de ce message reçoive le paquet numéro 1 en premier, le paquet numéro 2 en deuxième, le paquet numéro 3 en troisième. Si on mélange l'ordre de réception des paquets, si c'est un texte, les lignes vont être inversées, donc le texte il sera incompréhensible. Et puis quand c'est un fichier binaire, un fichier exécutable, qu'on attend une instruction, il faut bien qu'elle soit transmise dans le bon ordre. Ce fichier binaire, s'il n'est plus transporté dans le bon ordre, les instructions qui composent ce fichier binaire vont faire n'importe quoi le jour où on va exécuter ce fichier binaire, si ce fichier binaire est un programme exécutable. Donc il est impératif qu'il y ait quelque chose qui, au bout du compte, au niveau de la destination, remette les informations dans le bon ordre. Le protocole TCP fait cette tâche, effectivement, mais pas le protocole UDP. Le protocole UDP ne peut pas détecter qu'un paquet a été reçu dans un ordre différent de l'ordre d'envoi. Pourquoi? Parce que UDP ne numérote pas les paquets. Donc quand vous recevez deux paquets sans numéro, vous ne pouvez pas savoir si c'est le paquet reçu en premier qui est le paquet numéro 1. C'est peut-être le paquet numéro 2. Vous ne savez pas. Donc UDP n'a pas la capacité de remettre les paquets dans le bon ordre. Voilà, c'est un problème pour un certain nombre d'applications. Mais la plupart du temps, une application UDP, c'est une application dans le format question-réponse. C'est-à-dire, on pose une question, on envoie un message UDP, on obtient une réponse UDP, on attend d'obtenir la réponse UDP avant de passer au message suivant. Ce qui fait que si on n'a qu'un seul paquet en transit dans le réseau, de toute façon, il n'y aura jamais de problème de désordre à la réception,
puisqu'en fait on n'a qu'un seul paquet en transit. Mais quand on n'a qu'un seul paquet en transit, ça ne permet pas d'atteindre des bandes passantes très élevées, parce que pour pouvoir atteindre des bandes passantes très élevées, lorsque on envoie un message d'une source vers une destination, et que ce chemin il est composé de plusieurs routeurs, ce qui est très efficace, c'est d'avoir un paquet qui est transmis à chaque liaison en cours, pour pouvoir avoir tout le temps une activité à faire. Lorsque le premier routeur envoie son message, le deuxième routeur le renvoie, et puis le premier routeur, dès qu'il n'a plus de travail à faire, il peut envoyer le paquet suivant, et ainsi de suite, et du coup tous les routeurs sont sollicités tout le temps pour renvoyer tout le temps le paquet suivant. Ce qui fait que lorsque vous avez un chemin qui est composé de 10 routeurs, ce qui est intéressant c'est d'avoir au moins 10 paquets en transit pour que chaque routeur puisse renvoyer son paquet le plus rapidement possible au suivant, pour avoir le délai le plus réduit possible pour acheminer tout l'ensemble du trafic. Donc TCP, lui, il a cette capacité-là, cette faculté-là, de pouvoir gérer, traiter plusieurs paquets qui sont en transit quelque part entre une source et une destination, et puis si jamais, à un moment donné, parce que normalement le TCP il est fait pour ça, si jamais à un moment donné il y a un paquet qui est perdu, que je reçois dans l'ordre 1, 2, 3, et que le paquet numéro 4 soit perdu quelque part, et ensuite je reçois 5, 6, 7, 8, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien TCP va attendre de recevoir le paquet 4, peut-être en informant la source que le paquet 4 n'a pas été reçu, grâce au message d'acquittement, sans trop regarder dans le détail. Et tant que la source n'a pas renvoyé ce message numéro 4, les paquets 5, 6, 7, 8 sont en attente dans la couche TCP. Et puis lorsqu'on reçoit une deuxième fois, enfin lorsqu'on reçoit pour la deuxième fois le paquet numéro 4 correctement, cette fois-ci, il a été envoyé 2 fois, et bien à ce moment-là, on va le délivrer à la couche application, et puis dès que le paquet numéro 4 a été délivré, tous ceux qui avaient déjà été reçus, qui étaient en attente, 5, 6, 7, 8, ces messages étaient stockés dans un cache, ils vont être redélivrés immédiatement pour aller directement à 4, 5, 6, 7, 8. Au niveau de la couche application, pour éviter de ressolliciter 5, 6, 7, 8 une deuxième fois, parce que sinon on a moins de bandes passantes. Voilà. Alors je viens de vous donner l'explication pour renvoyer un paquet qui a été perdu dans le réseau, mais lorsqu'on reçoit des paquets dans le désordre, comme je vous l'ai dit, on reçoit 1, 2, 3, 5, 7, 4, 6 par exemple, à ce moment-là, tous les paquets qui sont reçus plus tôt que prévu, on les met en attente dans un cache en attendant de recevoir les paquets qui sont en retard. Et on ne va pas déterminer tout de suite, on ne va pas tout de suite dire pourquoi c'est passé de 3 à 5 directement. C'est pas parce que 4 a été perdu, c'est possible, mais c'est parce que 4 va arriver en retard. Donc en fait, lorsque vous recevez le paquet numéro 5, TCP doit attendre un petit peu pour décider si le paquet 4 il a été perdu ou si le paquet 4 il va arriver en retard. Donc on est obligé d'attendre un petit peu, on ne peut pas solliciter immédiatement le renvoi du paquet numéro 4 lorsqu'on reçoit le paquet numéro 5. Si on fait ça, peut-être qu'on va recevoir le paquet numéro 4, puis comme on a ressollicité le renvoi du paquet numéro 4 à la source, le paquet numéro 4 va être renvoyé une deuxième fois, du coup on va recevoir 2 fois le paquet numéro 4. Comprenez ? Ça peut poser des difficultés. Alors évidemment, TCP il a aussi cette faculté-là, c'est que quand il reçoit un paquet en doublon, s'il a déjà reçu le paquet numéro 4, puis qu'il reçoit une deuxième fois le paquet numéro 4, le paquet numéro 4 ne sera pas redélivré une deuxième fois, il va être éliminé évidemment. D'accord, pour éviter de gérer tout ça. Donc vous voyez, TCP, c'est un protocole qui est relativement complexe et qui permet de traiter pas mal de cas de figure différents et de bien reconstruire les messages dans le bon ordre. Alors cette fonctionnalité-là, ça s'appelle le reséquencement. La faculté de TCP de redélivrer les paquets dans le même ordre qu'ils ont été envoyés. Le reséquencement, d'accord. Donc du coup, cette observation dans le réseau d'éventuellement de paquets qui seraient reçus dans le désordre, ça s'appelle le déséquencement. Le déséquencement, ça veut dire que les paquets ne sont plus délivrés dans la séquence prévue. Il y a un déséquencement. Et puis ensuite, TCP remet les paquets dans le bon ordre. Ça s'appelle le reséquencement.
Voilà, c'est le terme informatique qui est utilisé pour décrire cette situation dans un réseau. Donc, pour conclure, le routage multi-chemin, c'est intéressant, mais à la condition d'utiliser des applications de type TCP. Pas d'applications de type UDP qui vont potentiellement faire transiter plusieurs paquets simultanément. Alors, les applications UDP qui sont dans le schéma question-réponse, c'est-à-dire un seul paquet à la fois dans le réseau, là ça pose pas de problème, mais ce sont des applications qui ne sont pas très performantes en termes de bande passante, comme je vous l'ai dit. Voilà, le protocole DNS pour la résolution des noms, c'est-à-dire convertir un nom en une adresse IP, c'est un protocole UDP. Mais à chaque fois, on pose une question à la fois. Quelle est l'adresse IP de www.google.com? Et on me répond avec une adresse IP. Si je veux après ressolliciter une autre fois le DNS, je vais lui renvoyer une autre requête, etc. Voilà, c'est le format question-réponse. Voilà, on en arrive, maintenant que je vous ai présenté les caractéristiques des algorithmes à état de lien, à la version la plus utilisée aujourd'hui pour faire de l'état de lien dans un réseau internet, c'est OSPF. Donc Shortest Path First, on retrouve le nom de l'algorithme de Dijkstra, et puis O Open pour ouvert, c'est-à-dire que c'est un protocole normalisé. Normalisé par quel organisme? Eh bien, comme d'habitude, comme on est sur des couches hautes du réseau, c'est-à-dire au niveau de la couche 3 et plus, le routage étant dans la couche 3, c'est une couche logicielle, donc c'est l'IETF, l'organisme qui va normaliser le document, qui a normalisé le protocole OSPF. Le document de référence s'appelle RFC numéro 1247. Je vous rappelle, RFC c'est Request for Comment. Voilà, à chaque fois que vous avez une norme qui est édictée et qui commence par le sigle RFC, c'est une norme qui provient de l'IETF, donc c'est cet organisme qui normalise tous les protocoles Internet, pour faire simple. IETF signifiant Internet Engineering Task Force. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est les gens qui sont des spécialistes d'Internet et de tous ces protocoles associés. État de lien en anglais, link state, donc OSPF, on va dire qu'il utilise un algorithme de type link state, à état de lien. Et ce sigle, en fait, LSA, Link State Algorithm, ou Advertisement, correspond à un type de message qui va être échangé entre les routeurs. Voilà, donc c'est ce fameux message qui va dire qu'entre le routeur A et le routeur B, il y a une liaison et qu'elle a un certain coût pour pouvoir être intégrée dans cette table de cette cartographie qui représente l'ensemble des liens d'un réseau local. Voilà, et une fois que tous les LSA, c'est-à-dire tous ces messages, advertisement c'est publicité, donc c'est un message en anglais, et voilà, c'est ça qui va permettre de construire cette fameuse table de routage progressivement en recevant cet ensemble de messages de type LSA. Alors, ce que je vous décris avec les protocoles de routage de type RIP et OSPF sont des protocoles de routage interne. Interne, ça veut dire que ça sert à remplir les tables de routage d'un réseau d'entreprise. Voilà. Et donc, évidemment, je ne vous ai pas encore expliqué, on ne voit pas dans ce module, comment est-ce qu'on fait pour que les entreprises s'échangent de la connaissance de table de routage, de la connaissance d'adressage IP, de plan d'adressage IP entre eux. Ça sera l'objet du cours que je ferai l'année prochaine, au semestre 3, dans un module où on verra le protocole BGP. BGP, Border Gateway Protocol, c'est le protocole qui permet d'interconnecter les entreprises entre elles, les entreprises qui possèdent des routeurs. D'accord ? Donc, à l'intérieur d'une entreprise, on utilise le protocole
RIP ou OSPF, on fait comme on veut. Si on a un tout petit réseau avec peu de compétences, peut-être que le protocole RIP est suffisant. Si on a un réseau un peu plus conséquent, avec des contraintes particulières, eh bien il va falloir utiliser OSPF. Voilà. Mais à partir du moment où on a la compétence, on va plutôt privilégier de déployer le protocole OSPF au détriment d'un autre parce qu'il est plus performant. À la condition de bien le paramétrer, bien entendu. Alors, comme je vous l'ai dit, chaque entreprise dispose d'un identifiant. Cet identifiant, ça s'appelle un Autonomous System, un AS. Un AS, c'est un numéro qui permet d'identifier de manière unique une entreprise connectée, reliée à Internet et partageant des données de sa table de routage, ou de ses tables de routage, de sa topologie de réseau. Et donc, lorsque on va vouloir découper un AS en plusieurs, ça va faire des régions, des aires, area. Voilà. Et donc ces areas, c'est ça qui va permettre d'améliorer la vitesse de synchronisation de la cartographie des routeurs entre eux à l'intérieur d'une petite région. Si le réseau est suffisamment petit, il n'y aura qu'une seule région. Cette région s'appellera la région 000, c'est son identifiant. On va la qualifier de backbone area. Backbone, en anglais, c'est le squelette. Voilà, donc nous, en français, on dit plutôt le cœur du réseau. On ne parle pas de squelette du réseau. On traduit un petit peu différemment. Voilà, et donc, normalement, le cœur de réseau d'un réseau dans lequel on a activé le protocole OSPF, c'est donc la région 000, et puis autour, il y aura des sous-régions qui vont permettre de se synchroniser, donc que les routeurs se synchronisent entre eux à l'intérieur d'une région pour gagner en efficacité en termes de construction d'étapes de routage, en termes de réactivité à chaque fois qu'il y a une liaison qui disparaît et une liaison qui est rétablie. Alors comment les routeurs entre eux identifient qu'une liaison est coupée ou pas? Il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un message périodique directement avec les routeurs proches pour pouvoir valider que le message continue de fonctionner, puisque le protocole OSPF est un protocole à état de lien, donc en fait il n'envoie des messages que lorsque une liaison est coupée et que lorsque une liaison est rétablie. Oui, mais il faut pouvoir aussi détecter que cette liaison vient de se couper ou vient de se rétablir. Pour cela, il faut régulièrement échanger des messages avec son voisinage pour pouvoir identifier soit qu'on n'obtient plus de réponse, soit qu'à nouveau on obtient une réponse de nos voisins. Voilà, et c'est ce message hello qui va permettre de détecter qu'une liaison est coupée ou pas. Ce message hello, il peut être envoyé fréquemment, de l'ordre de la seconde ou quelques secondes, parce que il ne contient pas, comme avec le protocole RIP, toute la table de routage. Toute la table de routage, c'était une information extrêmement conséquente. Là, simplement tester la validité d'un lien, c'est simplement quelques octets dans un sens, quelques octets dans l'autre, et que avec le voisin proche, pas avec tout le réseau. Donc du coup, la fréquence d'échange du message hello peut être relativement élevée, ce qui permet au protocole OSPF de détecter plus rapidement une coupure que le protocole RIP qui n'échange un message normalement que toutes les 30 secondes. Donc du coup, la détection d'un changement d'état se fait plus rapidement avec OSPF grâce au message hello, puis après il y a OSPF qui se déclenche avec un seul message à chaque fois qu'une liaison a été détectée comme nouvellement coupée ou comme nouvellement rétablie. Voilà, pour le calcul de la route, je vous ai déjà bien expliqué comment ça fonctionnait, je ne reviens pas là-dessus. Et puis d'un seul coup, on en arrive à la suite. Tiens, dans un réseau OSPF, il y a quand même un routeur central, un routeur qui va être désigné, en fait qui va être élu par les autres, et puis qui a une adresse IP particulière, 224.0.0.6. À quoi correspond l'adresse IP 224.0.0.6? Est-ce que c'est une adresse IP de classe A, de classe B, de classe C, ou c'est autre chose? Eh bien,
comme vous le savez sans doute, hein, il faut regarder le premier octet, c'est le premier octet qui va nous indiquer de quel type est l'adresse IP. Donc je vous rappelle, de 0 à 127, c'est une classe A, de 128 à 191, c'est une classe B, de 192 jusqu'à 223, c'est une classe C. Donc là, on est juste au-delà de la classe C, on est donc sur la classe D. La classe D, c'est la classe de multicast. Donc là, en fait, le routeur désigné, il a une adresse, il a sa propre adresse de type A, B ou C, qu'on ne connaît pas, et en plus, il a une deuxième adresse, qui est une adresse de multicast 224.0.0.6. Gros avantage d'avoir utilisé ce principe-là, c'est que lorsque je suis un routeur OSPF qu'on vient de m'allumer, et que je suis en train de démarrer, et que je ne connais pas du tout la liste de mes voisins proches, eh bien, je vais interroger, sans savoir qui est le routeur désigné, l'adresse IP 224.0.0.6. C'est une adresse IP fixe. Elle a été définie dans la RFC, dans la norme, c'est que le routeur désigné est obligé de s'inscrire dans l'adresse de multicast 224.0.0.6 pour pouvoir être joint par tout nouveau routeur nouvellement démarré, et il va pouvoir me solliciter pour avoir une copie de la cartographie du réseau, pour connaître tout de suite le plus rapidement possible l'ensemble des routeurs qui composent le réseau de l'entreprise, et puis l'ensemble des liens qu'il y a entre ces routeurs. Et donc du coup, de manière extrêmement efficace et rapide, avec le protocole OSPF et cette adresse IP de multicast, un nouveau routeur OSPF peut s'associer très rapidement à l'ensemble des routeurs. Il y a une autre adresse IP qui est de multicast qui est utilisée, c'est 224.0.0.5, et ça permet de communiquer avec tous les routeurs OSPF. Tous les routeurs OSPF sont obligés de s'inscrire dans cette adresse de multicast 224.0.0.5, qui est une adresse de groupe, et lorsque je vais envoyer un message à 224.0.0.5, ça va envoyer un message à tous les routeurs OSPF qui ont été activés. D'accord ? C'est de cette manière-là que j'utilise en fait le protocole d'inondation qui a été décrit dans les protocoles à état de lien. C'est la version implémentée du protocole d'inondation. On utilise le routage multicast pour pouvoir communiquer avec tous les routeurs OSPF pour envoyer une information. Donc, dès que ce nouveau routeur, par exemple, va identifier une liaison entre lui-même et un routeur OSPF proche, il va pouvoir envoyer ce fameux message LSA, Link State Advertisement, à l'ensemble des routeurs que compose le réseau de l'entreprise, et qui sont du coup inscrits à l'adresse IP 224.0.0.5, qui est une adresse de multicast. Chaque routeur, en fonction de sa position à l'intérieur du réseau, aura peut-être un nom, une fonction particulière. Alors ceux dont tous les ports sont à l'intérieur d'une même région sont appelés des internal routers, donc des routeurs internes à une région. Lorsque un routeur il est à cheval entre deux régions, ou il est présent dans deux régions différentes, eh bien on va l'appeler un area border router. Il a une fonctionnalité particulière, c'est qu'il va falloir qu'il calcule les chemins les plus courts dans deux régions au lieu d'une seule pour les internal routers. Puis ensuite on a le backbone router. Un backbone router, c'est un routeur qui va se retrouver dans la région 000. Et puis ensuite on a les ASBR, donc les Autonomous System Boundary Router. Ces routeurs sont ceux qui sont à l'interface entre l'entreprise et le monde extérieur. Donc ce sont des routeurs particuliers qui devront exécuter le protocole OSPF d'une part pour pouvoir construire la table de routage avec l'ensemble des routeurs de l'entreprise, mais pouvoir aussi échanger avec un routeur externe avec le protocole BGP. Donc sur ces routeurs particuliers, il y aura deux protocoles de routage qui vont fonctionner en parallèle. BGP pour discuter avec un routeur extérieur, et OSPF pour discuter à l'intérieur du routeur, du réseau de l'entreprise. Le designated router, c'est le routeur élu, donc probablement celui qui fonctionne depuis le plus longtemps. Voilà, celui qui a le sysuptime le plus élevé.
Voilà, et donc je vais terminer par une petite conclusion sur les avantages et les inconvénients du protocole OSPF, et puis quelques documents de référence qui m'ont permis d'élaborer ce cours. Donc voilà, il y a comme avantage avec OSPF la possibilité d'avoir des métriques sur les interfaces, et du coup de pouvoir router en fonction de certains critères, donc par exemple bande passante ou latence, voilà, sachant que en fait cette fonctionnalité là n'a pas été exploitée parce que on a estimé que c'était trop complexe. Enfin, les fabricants, les constructeurs de routeurs ont estimé que c'était trop complexe, donc ils ne font que le routage par défaut. C'est peu gourmand en bande passante, oui, parce que ça n'échange pas toute la table de routage, mais uniquement le changement de l'état d'un lien, c'est-à-dire un lien a été coupé ou un lien a été rétabli. Voilà, et donc du coup, OSPF n'émet pas de message lorsque la topologie du réseau ne change pas, il n'émet des messages que lorsqu'il y a une coupure ou un lien rétabli. Du coup, ça permet d'avoir des mises à jour rapides par échange de messages réduits, puisque la cartographie du réseau elle est déjà connue. Donc en fait, on ne m'envoie que l'élément qui vient de changer, et du coup, la nouvelle cartographie, la nouvelle topologie du réseau est immédiatement connue, puisqu'en fait, il n'y a qu'une ligne à modifier, et puis hop, on va pouvoir relancer tout de suite l'algorithme qui va calculer les chemins les plus courts entre toutes les sources et toutes les destinations, pour pouvoir mettre à jour la table de routage le plus vite possible. Voilà, et puis donc il y a une construction, c'est la première fois qu'il y a un algorithme qui propose une solution hiérarchisée, c'est-à-dire d'avoir les autonomous systèmes, donc ces identifiants entre chaque entreprise, et puis qu'à l'intérieur d'un réseau d'entreprises, on puisse redécouper en régions pour pouvoir être plus efficace au moment de la synchronisation de cette fameuse cartographie, parce que la cartographie que je vous ai décrite dans les algorithmes à état de lien, c'est simplement à l'intérieur d'une région OSPF. C'est pas dans tout OSPF, tout le réseau d'entreprise. Donc du coup, on est beaucoup plus efficace. Par contre, c'est plus complexe à mettre en œuvre. Il y a, pour les fabricants, pour les constructeurs, la nécessité d'intégrer toutes les fonctionnalités qui sont décrites dans la norme, dans leurs algorithmes. Mais ça, on n'est pas très concerné. Mais il y a quand même plus de lignes de paramétrage, plusieurs lignes de configuration différentes pour le protocole OSPF qu'il va falloir mettre en œuvre, qui n'existait pas avec le protocole RIP. Par exemple, avec le protocole RIP, on ne peut pas mettre de coup sur un lien. Avec OSPF, on peut mettre un coup sur un lien, donc ça fait déjà au moins une instruction de plus. Voilà. Et puis pour la sécurité, par exemple, il y a la possibilité de mettre un mot de passe qui va être échangé, parce que évidemment le contenu des tables de routage, c'est une information critique dans un réseau local. C'est-à-dire que si un ordinateur fait croire qu'il est routeur et puis qu'il diffuse des messages de la norme du protocole RIP par exemple, puis qu'il arrive à faire modifier la table de routage des routeurs, il va potentiellement pouvoir générer une attaque par déni de service. Puisque si la table de routage n'est pas remplie correctement, eh bien peut-être que le routage ne pourra plus être assuré. Ou alors plus grave, la table de routage va être remplie de telle manière que le trafic soit renvoyé à un ordinateur espion qui va pouvoir servir comme s'il était routeur intermédiaire pour pouvoir intercepter le trafic entre une source et une destination. Potentiellement, il y a une attaque man in the middle qui peut se déclencher de cette manière-là. Donc, avec le protocole OSPF, il a été ajouté cette fonctionnalité de mot de passe, parce que un routeur, pour qu'il puisse proposer des changements dans les tables de routage, doit pouvoir connaître le mot de passe qui est partagé par l'ensemble des routeurs pour pouvoir prendre en compte une modification. Voilà. Dans la première génération de SPF, le mot de passe est échangé en clair. Donc, effectivement, c'est pas un niveau de sécurité très élevé, mais ça permet quand même d'améliorer et de limiter la possibilité de déni de service ou d'attaque man in the middle. Il y a d'autres extensions dans le protocole de OSPF où quand même on peut échanger un mot de passe chiffré. Et donc du coup, voilà, on est dans un niveau de sécurité quand même un peu plus moderne, on va dire. Voilà.
Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer qu'un protocole, quel qu'il soit, fonctionne sur un échange de mots de passe en clair. Ce n'est pas suffisamment sécurisé. Voilà. Eh bien, ce cours se termine. Et à présent, et par la suite, on fera des exercices.